2 août 216 avant Jésus-Christ. Le soleil se lève sur les plaines d'Apulie, près du petit village de Cannes. Ce qui va se passer dans les heures qui viennent va traumatiser Rome pour les siècles à venir. Plus de 80 000 hommes vont mourir dans ce qui restera l'une des boucheries les plus méthodiques de l'histoire militaire. Et tout ça, orchestré par un seul homme, Hannibal Barca. Ce matin-là, les légionnaires romains se réveillent confiants. Ils sont 86 000 soldats face aux 50 000 hommes d'Hannibal. Un avantage numérique écrasant. Leurs généraux leur ont promis qu'aujourd'hui, ils allaient enfin écraser ce Carthaginois arrogant qui piétine le sol italien depuis 2 ans. Mais ces soldats ne savent pas encore qu'ils marchent vers un piège parfait, une nasse dont personne ne sortira vivant. Depuis 218 avant Jésus-Christ, Hannibal terrorise l'Italie. Il a fait l'impensable, traverser les Alpes avec 40 éléphants de guerre, perdant la moitié de ses hommes dans la neige et les montagnes. Puis il a massacré les Romains au Tessin. À la Trébie, 30 000 soldats romains sont tombés sous ses coups. Au lac Trasimène, c'était pire encore. 15 000 morts dans une embuscade parfaite où les légionnaires ont été poussés dans le lac et massacrés comme du bétail. Rome a alors changé de stratégie. Quintus Fabius Maximus, qu'on surnommera le temporisateur, devient dictateur. Sa méthode ? Ne jamais affronter Hannibal en bataille rangée. Le harceler, couper ses lignes de ravitaillement, l'user lentement, et ça marche. Pendant des mois, Hannibal s'épuise à chercher le combat que Rome refuse de lui livrer. Mais voilà le problème. Cette tactique, aussi intelligente soit-elle, humilie l'orgueil romain. Les sénateurs enragent de voir leurs propriétés brûlées. Le peuple hurle que Rome se comporte en lâche. Fabius est traité de couard. La pression monte jusqu'à devenir insupportable. En 216, les élections consulaires changent tout. 2 nouveaux consuls prennent le pouvoir. Lucius Aemilius Paulus, dit Paul-Émile, un aristocrate expérimenté mais prudent, et Caius Terentius Varron, un homme issu de la plèbe qui veut sa gloire au combat. Varron méprise la stratégie de Fabius. Pour lui, Rome doit écraser Hannibal par sa supériorité numérique. Point final. Paul-Émile a des doutes, mais il ne peut pas résister à la pression populaire qui réclame du sang carthaginois. Le Sénat vote alors une décision sans précédent. Lever la plus grande armée que Rome ait jamais alignée. 8 légions complètes, soit 86 000 hommes, dont 81 000 fantassins et 6 000 cavaliers. C'est le double des effectifs habituels, du jamais vu. Rome mise tout sur un seul coup. Hannibal, de son côté, n'est pas en position de force. Son armée compte 40 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Il manque de ravitaillement. Ses alliés gaulois commencent à douter. Il doit forcer une bataille décisive avant que la famine ne détruise son armée. Alors, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il provoque Rome. En mai 216, il s'empare de Cannes, un petit bourg sans importance militaire, mais qui contient quelque chose de crucial. Les entrepôts de blé destinés à l'armée romaine. C'est un camouflet, un défi direct. Rome ne peut pas laisser passer ça. Les 2 armées convergent vers Cannes. Les Romains installent 2 camps, un grand et un petit, de chaque côté de la rivière Aufidus. Hannibal fait de même. Pendant plusieurs jours, c'est l'attente, les escarmouches, les provocations. Les 2 consuls romains se disputent sur la stratégie à adopter. Selon les règles de la République, il commande l'armée 1 jour sur 2, en alternance. Paul-Émile veut attendre, choisir le terrain, ne pas se précipiter. Varron veut foncer. Le 2 août, c'est le tour de Varron. Et il décide d'attaquer. Hannibal a tout prévu, chaque détail, chaque mouvement. C'est un mathématicien de la mort qui a passé des mois à étudier la façon dont les Romains combattent. La tactique romaine n'a pas changé depuis des décennies. C'est une machine bien huilée, simple, efficace. Les légions forment un bloc massif au centre, serré, compact, discipliné. Les soldats avancent en rang profond, bouclier contre bouclier, glaives à la main. Chaque homme pousse celui de devant. La masse écrase tout sur son passage par simple poids physique. Sur les ailes, la cavalerie protège les flancs. C'est rudimentaire, mais ça marche contre presque tous les ennemis. Sauf que Hannibal n'est pas un ennemi ordinaire. Il connaît cette tactique par cœur. Il a étudié les batailles romaines. Il a observé comment les légions brisent leurs adversaires. Et il a compris la faiblesse mortelle de ce système. Les Romains ne savent faire qu'une chose, avancer en masse au centre. Ils n'ont aucune flexibilité tactique.
Si tu contrôles où ils avancent, tu contrôles la bataille. Le matin du 2 août, Hannibal choisit son terrain avec un soin obsessionnel. Il place son armée dos au vent du sud-est, ce vent chaud qui se lève chaque matin et soulève des nuages de poussière. Les Romains, eux, auront le vent et la poussière dans les yeux. Détail minuscule qui compte énormément quand 136 000 hommes vont s'entretuer. Il positionne son armée avec une asymétrie calculée. Au centre, il place ses troupes les plus faibles. 20 000 Gaulois et Ibères, guerriers féroces mais peu disciplinés, armés de longues épées taillantes pour les Gaulois, d'épées courtes et pointues pour les Ibères. Ces hommes forment une ligne bombée vers l'avant, un croissant convexe qui s'avance vers l'ennemi. C'est inhabituel, dangereux même. Mais c'est voulu. De chaque côté de ce centre fragile, en retrait, Hannibal positionne son infanterie lourde africaine. 20 000 hommes équipés avec les armes et armures prises aux Romains lors des batailles précédentes. Ces soldats sont disciplinés, entraînés, mortels. Ils forment 2 blocs massifs qui attendent, cachés en arrière du centre bombé. Sur l'aile gauche, près de la rivière Ophidus, Hannibal concentre sa cavalerie lourde. 6 500 cavaliers numides et espagnols sous le commandement de son meilleur général de cavalerie, Hasdrubal. Face à eux, les Romains n'ont placé que 2 400 cavaliers romains d'élite, commandés par le consul Paul Émile. Le rapport de force est de presque 3 contre 1. C'est un massacre annoncé. Sur l'aile droite, dans la plaine ouverte, Hannibal place sa cavalerie légère numide. 3 500 cavaliers rapides et mobiles, sous les ordres de Maharbal. Face à eux, la cavalerie alliée romaine, 3 600 hommes commandés par Varron. Au centre, Hannibal prend personnellement le commandement avec son frère Mago. Il sera là, au cœur du piège, pour orchestrer le massacre. Les Romains, eux, ont adopté une formation classique mais modifiée. Varron a compris que le terrain est étroit, coincé entre la rivière et les collines. Il ne peut pas déployer ses légions en largeur comme d'habitude. Alors il fait quelque chose d'intelligent en apparence, mais qui va se révéler fatal. Il augmente la profondeur de ses rangs. Au lieu des 6 rangs habituels, il en met 10, parfois 12. Ça crée une masse humaine incroyablement compacte et puissante, un bélier de 80 000 hommes qui va foncer droit devant. Ce que Varron ne comprend pas, c'est qu'il vient de créer exactement ce qu'Hannibal voulait. Une armée qui ne peut faire qu'une seule chose, avancer tout droit, incapable de manœuvrer, prisonnière de sa propre masse. À 9 heures du matin, les 2 armées se font face. 136 000 hommes sur quelques kilomètres carrés. Le silence est irréel. Puis les trompettes sonnent. La bataille commence par la cavalerie. Sur l'aile gauche romaine, près de la rivière, Hasdrubal charge avec ses 6 500 cavaliers lourds. Les 2 400 cavaliers romains de Paul Émile n'ont aucune chance. L'espace est trop étroit pour manœuvrer. C'est une mêlée sanglante, brutale, où le nombre fait la différence. Paul Émile se bat comme un lion. Une fronde l'a blessé gravement au début du combat, mais il continue à charger, encore et encore, refusant de quitter le champ de bataille. Autour de lui, ses cavaliers meurent par centaines. Certains abandonnent leurs chevaux pour combattre à pied, geste désespéré d'hommes qui savent qu'ils vont mourir. Quand on rapporte cette nouvelle à Hannibal, il se contente de sourire et dit « J'aurais préféré qu'il me les livre enchaînés ». Il sait que ces hommes vont tous périr. En 15 minutes, la cavalerie romaine de l'aile gauche est anéantie. Paul Émile, couvert de sang, continue à se battre à pied avec une poignée de survivants. Hasdrubal ne perd pas de temps. Il laisse une partie de ses cavaliers achever les Romains et prend le reste de ses forces pour galoper derrière l'armée carthaginoise, traverser tout le champ de bataille et aller aider l'aile droite. Pendant ce temps, au centre, l'infanterie romaine avance. 80 000 hommes en rang serré qui marchent comme une marée humaine. Le sol tremble sous leurs pas. Les cris de guerre résonnent. Les boucliers se touchent. C'est la machine de guerre romaine dans toute sa terrible puissance. En face, le centre carthaginois bombé commence à recevoir le choc. Les Gaulois et les Ibères encaissent l'assaut des légions. Le combat est d'une violence inouïe. Les Gaulois, torse nu, se battent avec leurs longues épées qui tranchent membres et têtes. Les Ibères, dans leurs tuniques blanches bordées de pourpre, frappent de leurs lames courtes et pointues. Mais ils ne font pas le poids. La masse romaine les écrase. Le centre carthaginois plie, recule.
le croissant bombé commence à s'inverser. Les Gaulois et les Ibères battent en retraite, pas en déroute, mais en reculant pas à pas, en bon ordre, exactement comme Hannibal leur a ordonné. C'est un repli stratégique. Les Romains croient qu'ils gagnent. Varron, qui commande ce jour-là, voit le centre ennemi céder. Il hurle le désordre. Les légions accélèrent. Elles enfoncent le centre carthaginois de plus en plus profondément. Le croissant bombé est maintenant devenu un croissant inversé, concave. Les Romains sont aspirés dans ce trou, attirés vers le centre du dispositif d'Hannibal. C'est exactement ce qu'il attendait. Plus les Romains avancent, plus leur formation se comprime. Les 80 000 hommes qui étaient déployés sur un large front se retrouvent maintenant serrés dans un espace de plus en plus étroit. Les soldats de l'arrière poussent ceux de devant. Les hommes n'ont plus de place pour bouger leurs bras. Certains ne peuvent même plus lever leurs glaives. Ils sont coincés, étouffés par leur propre masse. Et c'est à ce moment précis que l'infanterie lourde africaine entre en jeu. Les 20 000 soldats africains qui étaient restés en retrait de chaque côté du centre se mettent en mouvement. Ils avancent sur les flancs de la masse romaine, qui n'a pas vu venir le danger, trop occupée à foncer droit devant. Les Romains réalisent soudain qu'ils sont en train de se faire encercler. Sur les flancs, l'infanterie africaine les frappe. Au centre, les Gaulois et les Ibères ont arrêté de reculer et tiennent la ligne. Les légionnaires commencent à paniquer. Ils essaient de se retourner pour faire face aux Africains, mais ils sont trop serrés. Ils se marchent dessus, ils se piétinent, la cohésion des rangs se désintègre. Sur l'aile droite, pendant ce temps, la cavalerie légère numide de Maharbal affronte la cavalerie alliée romaine commandée par Varron. C'est un combat moins intense que sur l'autre aile. Les Numides harcèlent, tournent, esquivent. Ils ne cherchent pas à détruire les cavaliers romains, juste à les occuper, à les empêcher d'intervenir dans la bataille principale. Mais voilà qu'arrive Hasdrubal avec ses 6500 cavaliers lourds qui viennent de massacrer l'aile gauche romaine. La cavalerie alliée romaine voit arriver cette masse de cavaliers couverts de sang et prend peur. Certains fuient, d'autres résistent. Varron lui-même charge à plusieurs reprises, désespérément. Mais c'est inutile. En quelques minutes, la cavalerie alliée romaine est dispersée. Varron réussit à s'échapper avec une cinquantaine de cavaliers et galope vers Venouze. Il abandonne son armée à son sort. Maintenant, toute la cavalerie carthaginoise est libre. Hasdrubal ne perd pas une seconde. Il rassemble ses cavaliers et charge l'arrière de l'infanterie romaine. Le piège est refermé. Les légionnaires romains sont maintenant encerclés de tous les côtés. Devant eux, les Gaulois et les Ibères. Sur les flancs, l'infanterie lourde africaine. Derrière eux, la cavalerie carthaginoise qui charge. C'est la nasse, comme l'appellera Hannibal. Une poche d'encerclement parfaite. 80 000 hommes piégés dans un espace de quelques centaines de mètres carrés. Et le massacre commence. Les légionnaires ne peuvent plus combattre en formation. Ils sont trop serrés. Certains n'arrivent même plus à lever leurs boucliers. Les Carthaginois les frappent de toutes parts. Les glaives romains, conçus pour poignarder en formation serrée, deviennent inutiles dans cette cohue. Les soldats de l'arrière poussent toujours ceux de devant, créant une pression monstrueuse qui écrase les hommes au centre. Certains légionnaires meurent étouffés, incapables de respirer dans cette masse humaine comprimée. D'autres sont piétinés par leurs propres camarades. Beaucoup tombent et se font écraser sous les pieds de milliers d'hommes. Les blessés qui s'effondrent au sol sont condamnés. Personne ne peut les ramasser. Personne ne peut les aider. Ils sont piétinés jusqu'à la mort. Les Carthaginois attaquent de l'extérieur vers l'intérieur, taillant dans la masse romaine comme dans un bloc de viande. Les Gaulois, avec leurs longues épées, tranchent bras et jambes. Les Ibères enfoncent leurs lames courtes dans les gorges et les ventres. Les Africains, avec leurs équipements romains pris lors des batailles précédentes, connaissent exactement les failles des armures qu'ils affrontent. La cavalerie carthaginoise, derrière les Romains, lance des javelots dans le dos des légionnaires. Les chevaux piétinent les blessés. Les cavaliers tranchent les têtes de ceux qui tentent de fuir. C'est une boucherie industrielle, méthodique, sans pitié. Paul-Émile, le consul qui avait des doutes sur cette bataille, se bat jusqu'à la fin. Malgré sa blessure par fronde au début de la journée, il refuse de fuir. Il charge encore et encore avec les derniers survivants de sa garde. Un tribun lui propose son cheval pour s'échapper.
Paul-Émile refuse. « Je ne survivrai pas à cette honte », dit-il. Il meurt au combat, écrasé par la masse ennemie, un des 80 000 Romains qui vont périr ce jour-là. La bataille dure 6 heures. 6 heures de massacre ininterrompu. Le soleil d'août tape sur ce champ de mort. La chaleur est insupportable. Les hommes qui se battent encore sont couverts de sang, épuisés, déshydratés. Mais les Carthaginois ne leur laissent aucun répit. Ils continuent à tuer, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vers 15 heures, c'est fini. Le silence retombe sur les plaines de Cannes. Un silence écœurant, lourd, pesant. Le sol est jonché de 80 000 cadavres romains. Le sang a transformé la terre en boue rouge. L'odeur est atroce, un mélange de sang, d'excréments, de sueur et de mort. Les chiffres sont accablants. 80 000 Romains morts. 920 000 tués sur le champ de bataille et 10 000 capturés qui mourront en captivité. Parmi les morts, Paul-Émile, le consul, Servilius, le proconsul, Minucius, l'ancien maître de cavalerie, 80 sénateurs, 29 do 40 et 8 tribunos militares, les 2/3 des officiers supérieurs de Rome, une génération entière de l'aristocratie romaine anéantie en une seule journée. Du côté carthaginois, les pertes sont dérisoires. 6 000 hommes, principalement des Gaulois du centre qui ont encaissé le premier choc des légions. Pour 6 000 morts, Hannibal a tué 80 000 ennemis. Un ratio de 1 pour 13, du jamais vu dans l'histoire militaire. Les survivants romains sont dispersés. 7 000 se sont réfugiés dans le petit camp, 10 000 dans le grand camp, 2 000 dans le village de Cannes lui-même, où ils sont rapidement encerclés par la cavalerie carthaginoise de Cartalo et massacrés ou capturés. Quelques milliers d'autres errent dans la campagne, en état de choc, traumatisés, brisés. Varon, lui, a fui. Il galope vers Venise avec une 50aine de cavaliers, abandonnant son armée à la mort. Plus tard, Rome le remerciera d'avoir survécu, car au moins un des 2 consuls est encore en vie pour diriger la République dans cette catastrophe. Mais tout le monde sait qu'il est responsable du désastre. Sa soif de gloire a conduit 80 000 hommes à la mort. Cannes n'est pas juste une victoire, c'est une démonstration de génie tactique qui sera étudiée pendant plus de 2000 ans dans toutes les écoles militaires du monde. En quelques heures, Hannibal a réussi ce qu'aucun général n'avait jamais fait: anéantir complètement une armée presque 2 fois supérieure en nombre sans presque aucune perte. Comment a-t-il fait? En transformant la force principale de Rome en sa faiblesse mortelle. La tactique romaine repose sur la masse. Des rangs profonds, serrés, qui avancent comme un rouleau compresseur. Cette méthode a fonctionné pendant des siècles contre tous les ennemis de Rome. Mais elle a un défaut fatal, elle est rigide. Une fois lancée, l'armée romaine ne peut faire qu'une chose, avancer tout droit. Elle ne peut pas manœuvrer, changer de direction, se disperser. Hannibal a compris ça. Il a créé un dispositif qui attire les Romains exactement où il veut qu'ils aillent. Le centre bombé vers l'avant fonctionne comme un appât. Les Romains le voient, pensent que c'est le point faible et foncent dessus. En enfonçant le centre, ils se croient victorieux. Mais en réalité, ils entrent dans la nasse. Plus ils avancent, plus leur formation se comprime. Les 80 000 hommes qui étaient déployés sur un large front se retrouvent serrés dans un espace étroit. Ils perdent toute capacité de manœuvre. Ils deviennent une masse inerte, incapable de réagir quand l'infanterie africaine attaque les flancs. Le génie d'Hannibal, c'est d'avoir compris que dans cette configuration, seuls les soldats romains en contact direct avec l'ennemi peuvent combattre. Peut-être 5 000 hommes sur 80 000. Tout le reste de l'armée romaine est inutile, coincé derrière, incapable de participer à la bataille. Hannibal a divisé la puissance de frappe romaine par 60. Une armée de 80 000 hommes qui combat avec l'efficacité de 1300 hommes. L'autre coup de génie, c'est la cavalerie. Hannibal a concentré sa cavalerie lourde sur l'aile gauche avec un rapport de force de 3 contre 1. Il savait qu'il allait écraser la cavalerie romaine rapidement. Et il savait que cette cavalerie victorieuse pourrait alors traverser le champ de bataille pour aider l'autre aile, puis encercler l'infanterie romaine par l'arrière. Tout était calculé, chaque mouvement, chaque phase de la bataille. Hannibal a joué aux échecs avec des êtres humains, et il a gagné.
Le plan était si parfait que l'armée allemande l'a copié 2100 ans plus tard. En août 1914, lors de la bataille de Tannenberg contre les Russes, le général Ludendorff et le maréchal Hindenburg ont appliqué exactement la même tactique. Attirer l'ennemi au centre, l'encercler par les flancs, l'anéantir. Résultat, 170 000 Russes tués ou capturés. Le fantôme d'Hannibal hante encore les champs de bataille du XXe siècle. Mais le soir du 2 août 216 avant Jésus-Christ, sur les plaines de Cannes, personne ne pense encore à l'avenir. Les soldats carthaginois contemplent le carnage qu'ils ont créé. 80 000 cadavres, des rivières de sang, des montagnes d'armes et d'armures. C'est un spectacle d'horreur absolue, et même les vainqueurs en sont choqués. Maharbal, le commandant de la cavalerie, vient voir Hannibal. Il est euphorique. « Donne-moi la cavalerie », dit-il. « Dans 5 jours, je t'offrirai Rome. Tu mangeras au Capitole. » Il veut foncer sur Rome, profiter de la panique, prendre la ville avant qu'elle puisse se défendre. Mais Hannibal refuse. Il veut d'abord consolider sa position, s'assurer de ses arrières, rallier les alliés de Rome. Maharbal est furieux. Il lâche la phrase qui va devenir célèbre « Vincer si, Hannibal, victoria uti nescis ». Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. Est-ce une erreur? Le débat fait rage depuis 2200 ans. Certains pensent que Hannibal aurait pu prendre Rome ce jour-là, que c'était sa seule chance. D'autres soutiennent qu'il n'avait pas les moyens de faire le siège d'une ville aussi grande et bien défendue, qu'il n'avait pas d'armes de siège, pas assez d'hommes, pas assez de ravitaillement. La vérité, c'est qu'Hannibal n'a jamais cherché à détruire Rome en tant que ville. Sa stratégie était différente. Briser les alliances de Rome, rallier les cités italiennes à sa cause, isoler Rome jusqu'à ce qu'elle accepte une paix négociée. Cannes devait être le choc qui ferait basculer l'Italie entière contre Rome. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les jours qui suivent Cannes sont les plus sombres de l'histoire romaine. La nouvelle du désastre arrive à Rome 3 jours après la bataille. La terreur s'empare de la ville. Les rues se vident, les sénateurs se barricadent chez eux, les mères pleurent leurs fils, les veuves errent dans les rues, hagards. Personne ne croit que Rome puisse survivre à ça. 80 000 morts. C'est 10% de la population masculine citoyenne de Rome. Chaque famille a perdu quelqu'un. Un père, un frère, un fils. L'ampleur de la catastrophe est incompréhensible. Comment une ville peut-elle perdre 80 000 hommes en une seule journée et continuer à exister? Les messagers carthaginois se présentent aux portes de Rome avec l'offre d'Hannibal, racheter les prisonniers. 500 deniers pour un cavalier, 300 pour un fantassin, 100 pour un esclave. C'est une fortune, mais c'est aussi l'usage en temps de guerre. Le Sénat refuse, catégoriquement, froidement. Ces hommes se sont laissés capturer au lieu de mourir au combat. Ils ont déshonoré Rome. Qu'ils restent en captivité, qu'ils meurent en Afrique. Rome ne paiera pas un denier pour des lâches. Cette décision est terrible, inhumaine. Mais elle envoie un message clair. Rome ne négocie jamais après une défaite. Seulement après une victoire. Rome préfère laisser mourir 10 000 de ses citoyens plutôt que de montrer la moindre faiblesse devant Carthage. Et c'est à ce moment-là que Hannibal comprend son erreur. Il n'a pas gagné. Il a juste remporté une bataille. Rome ne va pas capituler. Rome ne va pas négocier. Rome va se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière pierre, jusqu'à ce que Carthage soit détruite ou que Rome n'existe plus. Le Sénat prend des mesures d'urgence. On lève 2 nouvelles légions avec ce qui reste d'hommes en âge de combattre. On arme les esclaves, ce qui est interdit en temps normal, en leur promettant la liberté s'ils se battent. On rappelle les vétérans trop vieux pour servir. On mobilise les adolescents de 17 ans. On ratisse les campagnes pour trouver des recrues. Et surtout, Rome revient à la stratégie de Fabius. Plus jamais de bataille rangée contre Hannibal. Le harceler, couper ses ravitaillements, l'user, l'affamer, mais ne jamais l'affronter en plaine. C'est une guerre d'attrition, longue, coûteuse, frustrante. Mais c'est la seule stratégie qui marche contre ce génie tactique. Hannibal occupe le sud de l'Italie pendant 13 ans. 13 ans à errer dans une péninsule hostile, à se battre contre des armées qui refusent le combat décisif, à voir ses forces s'épuiser lentement. Quelques alliés de Rome le rejoignent, comme Capoue, mais les grandes cités restent fidèles à Rome. L'Ombrie, l'Étrurie, le Latium,
tout le cœur de l'Italie refuse de trahir. En 204 avant Jésus-Christ, Rome contre-attaque. Pas en Italie, mais en Afrique. Scipion, un jeune général qui a étudié les tactiques d'Hannibal, débarque près de Carthage avec une armée. Carthage panique et rappelle Hannibal pour défendre la cité-mère. Les deux armées se rencontrent à Zama en 202 avant Jésus-Christ. Ironie de l'histoire, Scipion utilise contre Hannibal la même tactique d'encerclement qu'à Cannes. Un Cannes à l'envers, comme diront les historiens. Hannibal, pour la première fois de sa vie, est vaincu sur un champ de bataille. Carthage capitule. Les conditions de paix sont écrasantes. Carthage doit payer 10 000 talents d'argent, livrer sa flotte, renoncer à toute armée offensive. La grande rivale de Rome est humiliée, brisée, réduite au statut de cité vassale. Hannibal survit encore 20 ans. Il devient un homme d'État, réforme Carthage, tente de reconstruire ce qui peut l'être. Mais Rome ne lui pardonne jamais. Elle exige son extradition. Hannibal fuit de royaume en royaume, toujours poursuivi par les agents romains. En 183 avant Jésus-Christ, acculé dans un palais en Bithynie, il se suicide par le poison plutôt que de se rendre. L'homme qui avait mis Rome à genoux meurt seul, abandonné, traqué. Son dernier mot est pour ses ennemis: délivrons Rome de son inquiétude puisqu'elle trouve trop long d'attendre la mort d'un vieillard. 50 ans plus tard, en 146 avant Jésus-Christ, Rome détruit Carthage. Complètement. Méthodiquement. Les soldats romains tuent tous les habitants, hommes, femmes, enfants. Ils brûlent la ville pendant 17 jours. Ils rasent les murs. Ils labourent le sol et y sèment du sel pour que rien ne repousse jamais. Carthage cesse d'exister. Rome a gagné. Mais le souvenir d'Hannibal la hante pour toujours. Pendant des siècles, les mères romaines utiliseront son nom pour faire peur aux enfants. Tais-toi, ou Hannibal viendra te chercher. Le traumatisme de Cannes restera gravé dans la mémoire collective romaine comme la pire défaite de son histoire. Plus de 2200 ans après, pourquoi est-ce qu'on parle encore de Cannes? Pourquoi cette bataille est-elle étudiée dans toutes les académies militaires du monde, de West Point à Saint-Cyr? Parce que Cannes est la démonstration parfaite qu'une armée inférieure en nombre peut détruire un adversaire plus puissant grâce à l'intelligence tactique. C'est la victoire de la stratégie sur la force brute, de l'esprit sur la masse, du génie sur la routine. Hannibal a compris que la guerre n'est pas qu'une question de soldats et d'équipements. C'est un jeu d'échecs à grande échelle où chaque pièce doit être placée au bon endroit, au bon moment, dans le bon ordre. Il a transformé les forces de Rome en faiblesse. Il a utilisé la confiance romaine contre les Romains eux-mêmes. La bataille nous enseigne aussi l'importance du terrain. Hannibal a choisi un champ de bataille étroit, coincé entre une rivière et des collines, pour empêcher les Romains d'utiliser leur supériorité numérique. Il a placé son armée dos au vent pour que la poussière aveugle l'ennemi. Des détails minuscules qui deviennent décisifs. Elle nous montre la puissance de l'encerclement. Une armée encerclée perd toute capacité de manœuvre, de retraite, de coordination. Elle se désintègre psychologiquement avant même d'être détruite physiquement. Les soldats romains à Cannes sont morts autant de panique et de confusion que de blessures. Mais Cannes nous enseigne aussi les limites de la victoire tactique. Hannibal a gagné la bataille parfaite. Il a infligé à Rome la pire défaite de son histoire. Et pourtant, il a perdu la guerre. Parce qu'une victoire militaire ne suffit pas si l'ennemi refuse d'accepter sa défaite. Rome avait quelque chose qu'Hannibal n'avait pas: la volonté politique de continuer coûte que coûte, la résilience institutionnelle pour absorber les chocs, la profondeur stratégique pour remplacer les pertes. C'est peut-être la leçon la plus importante. La guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille. Elle se gagne dans les palais, les sénats, les cœurs et les esprits des peuples. Rome a perdu 80 000 hommes à Cannes et a quand même gagné la guerre parce qu'elle a refusé de perdre. Les généraux du XXe siècle ont bien compris cette leçon. En 1914, Ludendorff et Hindenburg copient Cannes à Tannenberg. En 1940, les Allemands appliquent les principes d'Hannibal dans leur percée en France. Concentration des forces sur un point faible, exploitation rapide de la brèche, encerclement des armées ennemies. En 1991, la coalition internationale utilise la manœuvre d'encerclement pendant la guerre du Golfe. Même à l'ère moderne, avec des drones et des missiles,
les principes tactiques d'Hannibal restent valides. Concentrer ses forces, exploiter les faiblesses de l'ennemi, contrôler le terrain, encercler quand c'est possible, ce sont des vérités intemporelles de l'art de la guerre. Mais au-delà de la tactique militaire, Khan nous parle de quelque chose de plus profond, la capacité humaine au génie comme à l'horreur. Hannibal a orchestré l'un des plus beaux coups de maître tactique de l'histoire. Il a aussi créé l'un des plus grands massacres de l'Antiquité. 80 000 hommes tués en 6 heures. C'est industriel. C'est terrifiant. Cette bataille nous rappelle que derrière chaque stratégie brillante, chaque manœuvre tactique élégante, il y a du sang, de la souffrance, des vies brisées. Ces 80 000 Romains n'étaient pas juste des pions sur un échiquier. C'étaient des pères, des fils, des frères. Ils avaient des familles qui les attendaient à Rome, des projets pour l'avenir, des rêves. Et tout ça s'est terminé dans la boue sanglante de Cannes. Le soir du 2 août 216 avant Jésus-Christ, le soleil se couche sur les plaines de Cannes. Le champ de bataille est silencieux. Les oiseaux de proie commencent à descendre. Les loups sortent des collines, attirés par l'odeur du sang. 80 000 cadavres vont pourrir pendant des semaines sous le soleil italien. Dans son camp, Hannibal contemple sa victoire. Il a 39 ans. Il vient de réaliser le chef-d'œuvre tactique de sa carrière. Il a vaincu Rome de la manière la plus complète possible. Et pourtant, il sait déjà qu'il n'a pas gagné la guerre. Rome ne capitulera pas. Rome ne négociera pas. Rome continuera à se battre jusqu'à ce que l'un des deux adversaires se soit complètement détruit. Et Hannibal sait que ce sera Carthage. Il le sait depuis le début. Cette guerre est perdue d'avance, non pas militairement, mais politiquement. Mais pour un jour, pour quelques heures glorieuses, il a été le plus grand général du monde. Il a créé la bataille parfaite, un chef-d'œuvre de stratégie qui sera étudié pendant plus de 2000 ans. Son nom restera gravé dans l'histoire pour l'éternité, non pas comme un conquérant qui a fondé un empire, mais comme le tacticien qui a presque détruit Rome. Parce que c'est ça, l'héritage de Cannes. Pas la victoire d'Hannibal, pas la défaite de Rome, mais le presque. Rome a presque été anéantie. L'histoire occidentale a presque pris un autre chemin. Le monde aurait pu être carthaginois au lieu d'être romain. Tout s'est joué en 6 heures sur une plaine d'Apulie. Et si Hannibal avait marché sur Rome ce jour-là, si Maharbal avait eu raison, on ne le saura jamais. L'histoire n'a pas d'hypothèse, elle a juste des faits. Et les faits sont là. 80 000 Romains morts. La pire défaite militaire de l'histoire romaine. Un traumatisme qui hantera Rome pour les siècles à venir. Aujourd'hui, si vous allez à Cannes, maintenant Cannes della Battaglia en Italie, vous ne verrez rien. Juste des champs tranquilles, des fermes, du blé qui pousse. Rien n'indique que 80 000 hommes sont morts ici il y a plus de 2000 ans. Le sang a été lavé par la pluie. Les os ont été dispersés. Le temps a tout effacé. Mais l'ombre d'Hannibal reste. Dans chaque académie militaire où on étudie Cannes, dans chaque manuel de tactique qui explique l'encerclement, dans chaque général qui rêve de la bataille parfaite. Hannibal est là, fantôme immortel qui nous rappelle que le génie militaire peut changer le cours de l'histoire, même s'il ne peut pas toujours gagner les guerres. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, Hannibal Barca a créé l'enfer sur terre. Il a piégé 80 000 hommes dans une nasse parfaite et les a massacrés méthodiquement. C'était un chef-d'œuvre tactique. C'était aussi une boucherie sans nom. Et c'est ce contraste entre le génie et l'horreur, entre la beauté de la stratégie et la laideur du massacre, qui fait de Cannes une bataille unique dans l'histoire de l'humanité. 2200 ans plus tard, on se souvient encore du nom d'Hannibal. On enseigne encore sa tactique. On étudie encore sa bataille. Parce qu'à Cannes, pendant quelques heures, un homme a atteint la perfection dans l'art de la guerre. Et cette perfection était terrible, magnifique, inoubliable.